Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye une petite voiture que j'aime bien. Et pourquoi je l'aime bien? Parce qu'elle brille par son confort. C'est sans doute la citadine la plus confortable de toute la Citroën C3. Jusqu'à présent on avait essayé deux versions, une version électrique qui manquait un peu de polyvalence et puis une version thermique qui dans un monde de voitures électrifiées paraissait bien seul. Le mal entre guillemets est réparé avec cette version hybride 48 volts. Alors réunit-elle le meilleur des deux mondes? C'est ce qu'on va essayer de savoir lors de cet essai. L'hybride a beau être une nouvelle version, il n'y a pas grand chose qui change, enfin il n'y a même rien qui change sur la voiture par rapport à un modèle thermique, toujours 4,02 m de long. On appréciera cette jolie teinte, un bleu Monte Carlo. C'était une couleur qui était disponible sur la, eh oui, sur la 2 chevaux. Et puis là, on est dans l'ère Tavares. En termes d'économie, il n'y a même pas un petit logo hybride à l'arrière. Sur cette version, on a des jantes alu de 17 pouces avec des pneus premium. C'est du Goodyear. Et ce qui est intéressant, regardez, ce sont des pneus qui ont vocation à être montés sur des voitures électriques pour faire des économies d'énergie. On se console non pas avec le logo surdimensionné du coffre, mais avec justement le volume de ce coffre qui est assez généreux dans la catégorie, 328 litres. Notre finition haut de gamme Max est bicolore. On a aussi la fameuse sellerie Advance Comfort. Qu'est-ce que c'est que l'Advance Comfort? C'est une double densité de mousse sur les sièges qui permet à la fois un bon maintien latéral, on va le voir plus à l'avant, et surtout un confort extrême. C'est sans doute la principale qualité de la voiture. Alors on notera aussi 4,02 m, regardez. On a de l'espace pour les jambes. C'est une voiture qui est assez généreuse dans sa catégorie. Les sièges avant, Advance Comfort, double densité. Et puis là, vous voyez, un peu plus raide sur les côtés pour être maintenu dans les virages. Vous allez voir que ça servira à quelque chose. Livré avec des poils de chat. Je devais en avoir sur mon pantalon. Et puis ce siège qui est réglable en hauteur également. On a une bonne position de conduite puisque le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Ce qui est bien, c'est que quelle que soit la position du volant, même au plus haut, vous ne cachez pas le tableau de bord qui est dans une position, merci Sud Radio, une position assez pertinente. On voit bien les informations essentielles sur cette lame d'affichage au sommet de la planche de bord. On ne va pas se perdre cette fois dans les configurations, les menus divers. On a un volant où on peut commander l'infodivertissement à partir d'ici. Sur la gauche, on a les aides à la conduite, dont certaines qu'on va désactiver. Et il y a même deux petits boutons pour désactiver les plus je serai poli, c'est-à-dire l'alerte de survitesse et puis le maintien actif dans la file. L'écran central regroupe les fonctions essentielles, se mettre sur la bonne radio, Sud Radio, voilà. Le téléphone, la navigation, tout ça c'est compris sur cette finition Max. Bon, un graphisme qui casse pas trois pattes à un canard, mais on est sur un véhicule dont la vocation est économique. Là c'est bien, on a des commandes physiques pour tout ce qui est climatisation. Et puis en dessous, un chargeur à induction pour smartphone sur cette version haut de gamme. Là c'est le bouton que j'aime pas chez Stellantis. J'espère qu'ils vont le virer un de ces quatre. Pourquoi ce bouton? Simplement parce qu'on a une boîte automatique, ou plutôt une boîte mécanique robotisée à double embrayage avec cette hybridation. Économie oblige, on a des plastiques qui font gratte-gratte sur les contreportes, mais la présentation générale est plutôt qualitative. Regardez, ici ça imite du cuir, pas trop mauvais, et puis là on a un tissu qui égaye un peu la planche de bord. C'est pas trop tristos, on est vraiment dans l'esprit des Citroën d'autrefois, même si c'est vrai que 2 chevaux c'était quand même beaucoup plus basique. C'est beaucoup moins basique sous le capot puisqu'on a deux moteurs. Le premier, c'est un moteur essence 1,2 litre
3 cylindres. Non, je ne vais pas dire PureTech puisque c'est une évolution en profondeur. On en a déjà parlé avec une chaîne de distribution, turbo à géométrie variable, injection de pression. C'est un moteur qui développe 100 chevaux et qui normalement devrait être fiable. Et il est associé à un moteur électrique en 48 volts de 28 chevaux et 55 Nm, ce qui permet, alors vous allez me dire, ouais super, 100 chevaux plus 128, non, d'avoir une puissance totale de 110 chevaux et 205 Nm, ce qui est déjà pas mal, le tout alimenté par une petite batterie, alors une petite batterie de 0,4 kWh utile, on ne fera pas des longs parcours en électrique. Bon, le principal, c'est quand même que ce moteur électrique, il est intégré dans une boîte de vitesse qu'on va dire automatique. Je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était une boîte mécanique à double embrayage. Donc dans une boîte automatique, et tout l'avantage finalement de la voiture va résider dans cet équipement, plus que dans l'hybridation que je vais dire, allez, médium. C'est rare que je commence un essai en filmant la route, mais c'est pour vous montrer qu'elle est réellement totalement défoncée et qu'on n'est pas trop ballotté dans la voiture. Je vous l'ai dit, la principale qualité de cette auto, c'est son confort qui est tout simplement remarquable. Là, il y a des trous, mais énormes. Normalement, on ne devrait rien voir à l'image. Cette magie, entre guillemets, c'est dû aux fameuses doubles butées hydrauliques progressives qui sont sur les amortisseurs. Alors, ce n'est pas les butées hydrauliques qui font le confort, c'est le réglage des amortisseurs qui est réglé extrêmement souple. Et quand on arrive en bout de course, on a ces fameuses butées hydrauliques qui évitent d'arriver en talonnage de suspension, et ça permet d'avoir des réglages souples et une progressivité de la dureté de la suspension. C'est ça qui fait ce confort de presque tapis volant. D'ailleurs, pour vous prouver que je ne mens pas, bah voilà, je passe un ralentisseur qui est franchement raide, à 30 km/h. Bon, on sent que ça secoue un peu, mais ça ne talonne pas, ça ne tape pas. Et celui-là, c'est une montagne. Pour vous indiquer le fonctionnement du système hybride, on a un petit schéma. Vous voyez, quand on démarre, on est en électrique. Et puis, si on accélère un peu plus, le moteur thermique se met en route. Alors, c'est pas aussi catastrophique qu'au début, puisqu'on avait sur les premières générations de cette hybridation 48 volts, un moteur thermique qui se mettait en route avec une vibration. Là, c'est plus le cas. Donc on a même, on s'est fondu, regardez, de pas mal d'autres petits schémas. Voilà. Ici, le fonctionnement, la puissance disponible. On voit qu'on a beaucoup de recharge tout de suite pour recharger la petite batterie au lever de pied. Ça veut dire qu'on a un frein moteur qui est quand même assez important. Je ne suis pas un grand fan. Il y a un truc étonnant quand on roule en électrique, et là on est en électrique, c'est que le moteur a beau être petit, il fait plus de bruit. Il a un sifflement qu'on n'a pas dans d'autres véhicules électriques. Vous prenez par exemple une Yaris électrique, vous prenez une MG3, vous n'aurez pas ce bruit de moteur électrique. Voilà, c'est la signature Stellantis. Quand on circule normalement, je trouve que cette boîte, dont le soft a dû être amélioré par rapport au premier modèle de Stellantis qui était doté de cette boîte 6 robotisée, elle fait parfaitement son job. Ah, j'ai oublié de désactiver l'alerte de survitesse. Là, on est limité à 110. Donc, je disais, cette boîte, en fait, elle fait preuve d'une grande douceur, tout comme le reste de la voiture. Et puis, dans les virages, ça prend un peu de roulis, mais rien de catastrophique quand on est à la vitesse recommandée. Je vais pas dire limitée, mais recommandée. Donc voilà, c'est plutôt agréable à conduire, cette version hybride avec surtout cette boîte automatique. Ça se corse un peu quand on a le pied plus lourd. Tout d'abord parce qu'on commence à entendre le moteur 3 cylindres, parce que la boîte a une réactivité qui est assez limitée. Il faut vraiment écraser la pédale. Et puis parce que là, pour le coup, on va être emmené un peu à l'extérieur des virages, vous voyez, mais qui va rouler comme ça avec une C3 ?
personne. Donc ce défaut-là, vous ne le rencontrerez jamais si vous êtes propriétaire de la voiture. Traditionnellement, la ville, c'est le domaine de prédilection des voitures hybrides, puisqu'elles utilisent la traction électrique environ 80% du temps habituellement, et donc ça permet d'avoir des consommations extra basses. Et là, alors, j'avais remis à zéro, je viens de faire que 10 km, mais c'était plus pour avoir la conso. Celle d'avant était à peu près pareil sur une distance un peu plus longue, vous voyez. On est à 7,6 litres au 100 de moyenne. Aucun avantage pratiquement par rapport aux véhicules essence équivalents. Vous me dire, mais comment ça se fait? Alors bon, déjà, on a un moteur électrique avec un couple très limité, donc il va servir pour les démarrages, mais en plus la batterie a une toute petite capacité, donc on va pas faire autant qu'un full hybride de parcours en électrique. Et puis elle a un autre problème, cette C3, c'est qu'elle utilise un châssis assez ancien qui a été renforcé en plus pour l'Europe, et ce châssis il est lourd, et quand il faut remettre la voiture en vitesse, c'est-à-dire redémarrer typiquement au feu rouge, et que en plus on roule à des vitesses comme ici maximum 30 km/h, on ne profite pas du rendement du moteur thermique, on a un moteur électrique qui est limité, donc on a des consommations qui sont beaucoup trop élevées pour une voiture hybride. Donc cette C3 hybride, la ville, il n'y a pas d'autre mot, la ville n'est pas faite pour elle. 100 km de route, sans chercher à chasser le gaspille, on a une consommation de 5,9 litres au 100 km de moyenne. Le paradoxe, comme on l'a vu, c'est que c'est mieux qu'en ville. Un cas de figure que je n'avais pas eu l'occasion de tester sur la version électrique ou sur la version thermique, c'est l'autoroute à 130 km/h. Écoutez, la voiture s'en sort plutôt pas mal. Je pensais qu'elle serait plus bruyante que ça. Le bruit de roulement est très maîtrisé. On a des légers bruits aérodynamiques, mais rien de catastrophique. Et puis surtout, on conserve le même confort. C'est très Pullman. On peut faire réellement beaucoup de kilomètres à 130 km/h. Bon, on verra tout à l'heure ce que ça donne en matière de consommation, mais de ce côté-là, la polyvalence est vraiment bonne. Voilà, 81 km à 130 km/h avec 2-3 passages. Bon, on était à 110, mais une consommation de 6,5 litres au 100 km. C'est plutôt bien. Là, pour le coup, on revient un peu dans la course avec les full hybrides. Ça prouve que ce petit moteur 1,2 litre a un excellent rendement. Et puis surtout, ça démontre que cette voiture hybride, elle n'est pas à l'aise en ville. Et ça, c'est le plus surprenant de tout cet essai, sans doute. Si on se focalise sur le tarif de cette version hybride en finition max, eh bien, on est à 22 950 € et on se dit qu'on est très loin de ce qu'avait annoncé Citroën au départ en parlant d'une voiture low cost qui serait commercialisée à partir de 15 000 €. Déjà, les tarifs des versions de base ont augmenté de façon conséquente, mais quand on regarde plus dans le détail, ce modèle hybride moyen, je vais l'appeler comme ça, est 2 900 € plus cher que la version essence. La vraie question, je parle à équipement équivalent, la vraie question c'est est-ce que ça vaut le coup de mettre 2 900 €? La réponse, c'est oui, figurez-vous. Pourquoi? Parce que l'hybridation apporte un avantage. Alors le paradoxe, vous l'avez vu, c'est que les consommations sont plus intéressantes sur route qu'en ville. Il y a des concurrents qui font mieux avec ce qu'on va appeler du full hybride. En revanche, cette boîte automatique apporte un vrai plus quand on est en conduite en agglomération, même sur route. C'est si vous rajoutez le tout, l'hybridation plus la boîte automatique à 2 900 €, finalement l'addition n'est pas si salée que ça. Elle n'est pas si salée, il y a une condition, c'est de ne pas aller regarder du côté des Chinois, parce qu'une MG3 hybride plus en offre plus, comme son nom l'indique, pour moins cher.